Avez-vous déjà entendu parler de ces personnes capables de marcher sur l'eau, de manifester de la nourriture et même de transposer leur enveloppe corporelle comme si les lois de la physique ne semblaient pas s'appliquer à elles? Elles incarnent une énergie si puissante que la matière semble obéir à leur esprit, ce qui leur permet d'obtenir tout ce qu'elles veulent sans limitation apparente. Eh bien, ces personnes sont en phase avec ce que l'on peut appeler la fréquence d'unité. Il s'agit d'un principe universel avec lequel votre conscience peut entrer en résonance, fusionner, et lorsque vous le maîtrisez, vous devenez capable d'agir sur les choses qui vous entourent, par votre volonté. Mais le point essentiel est le suivant. Vous ne pouvez pas obéir à la réalité et espérer qu'elle vous obéisse. Soit vous donnez la priorité au monde physique et aux circonstances extérieures, soit vous donnez la priorité à votre état d'être et à votre énergie. Car votre réalité est déterminée par le point de vue depuis lequel vous la vivez. La première étape de cette maîtrise commence donc par ramener toute votre attention, toute votre énergie à vous et à être véritablement prêt à évoluer. Car à partir de là, vous avez fait le plus difficile, vous avez fait votre choix. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer ce qui va suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu pour soutenir ce type de contenu. Merci à vous. Commençons donc. Si vous vous êtes déjà intéressé à la physique quantique, vous avez sûrement remarqué qu'à cette échelle, les lois sont bien différentes de celles que nous connaissons au quotidien. Les particules ne sont pas fixes, elles existent sous forme de possibilités, et la réalité ne devient définie qu'au moment de l'observation. On parle alors d'effondrement de la fonction d'onde. Mais une interprétation moderne, appelée le cubisme, affirme quelque chose de radical. La fonction d'onde ne décrit pas la réalité. Elle décrit les croyances d'un individu concernant ses futures expériences. Cela signifie que nous ne partons pas d'un espace-temps figé, ni de champs, ni de particules indépendantes. Nous partons de nous, de l'agent qui agit et qui vit une expérience. À chaque instant, nous projetons une infinité de possibilités, comme une multitude de chemins potentiels. Et nos choix agissent comme cet effondrement qui sélectionne une trajectoire parmi toutes les autres. Ce que certains appellent un saut quantique n'est en réalité que le processus naturel de la vie. Nous projetons une ligne de réalité, nous agissons en cohérence avec elle, et progressivement, elle s'incarne. Lorsque vous projetez l'idée de vivre en maître, vous projetez ce champ de possibles, cette trajectoire, et par vos actions, vous empruntez ce chemin. Une fois engagée, votre conscience nourrit ce processus jusqu'à l'incarner totalement. Elle fait germer cette réalité jusqu'à la rendre tangible. L'univers devient alors participatif, comme l'évoquait John Archibald Wheeler. L'agent agit, le monde répond, une expérience se produit et l'agent met à jour son modèle intérieur, ce qui crée un nouveau modèle de réalité vécue. Ce n'est pas une simple boucle mécanique, c'est un mouvement évolutif, comme une spirale qui s'élève. Cela ne signifie pas que vous modifiez la réalité au sens littéral, comme si vous alliez supprimer la gravité et faire flotter les arbres dans les airs, ou figer l'espace-temps pour arrêter le mouvement des choses, mais il s'agit plutôt de vivre depuis un état d'être dans lequel ces lois ne s'appliquent plus à vous. Car en vérité, ces lois que nous considérons comme universelles ne le sont pas forcément. Ce sont des modèles établis par l'homme pour décrire ce qu'il observe à son niveau d'expérience. Par exemple, intuitivement, on pourrait penser que le vieillissement est une loi naturelle et inévitable. Pourtant, comme je l'explique dans le manuel de l'absolu, certaines espèces comme la méduse Turritopsis dornii peuvent revenir à leur état juvénile, comme si, arrivés à 80 ans, nous inversions notre cycle de vie et redevenons jeunes. Cela montre que le vieillissement biologique n'est pas une loi universelle, mais un état que certaines formes de vie expérimentent. Cette méduse, elle, vit sa réalité depuis un autre point de vue, bien réel pourtant, et elle est considérée comme biologiquement immortelle. De même, l'hydre d'eau douce ne montre aucun signe mesurable de vieillissement. Elle peut se régénérer entièrement, même après avoir été découpée en morceaux. Le crabe yéti, quant à lui, vit près des cheminées hydrothermales à des températures extrêmes et dans une toxicité que nous jugerons mortelle pour toute forme de vie. Pourtant, ce qui est toxique pour d'autres est sa source de nourriture à lui. Cela montre que même la notion de toxicité n'est pas universelle. Sinon, le serpent se tuerait avec son propre venin, et nous-mêmes serions dissous par l'acide contenu dans notre estomac.
La conscience organise la matière selon des principes d'adaptation et d'état. Comme le disait John Archibald Wheeler, l'information fait forme. Autrement dit, ce que nous appelons matière n'est rien d'autre que de l'information structurée. Cela signifie que lorsque vous ramenez l'énergie que vous aviez dispersée un peu partout dans le monde extérieur en vous-même, vous ne faites pas qu'un choix psychologique. Vous changez la structure depuis laquelle la réalité s'organise autour de vous. La conscience n'est pas soumise au temps ni à l'espace, elle est cette force immuable, omniprésente, qui structure le tangible. Lorsque vous recentrez votre énergie créatrice sur votre propre transformation, depuis ce principe d'unité, vous reconfigurez vos schémas neuronaux selon un nouveau paradigme. Le cubisme l'exprime d'une manière intéressante. Nous ne partons pas d'un univers figé, nous partons d'un agent qui projette des possibilités et vit des expériences. Si vous projetez l'identité d'un être limité, vous sélectionnez des expériences en cohérence avec cette identité. Si vous projetez l'état d'être d'un maître, vous sélectionnez des expériences alignées avec cet état. L'erreur commune consiste à croire que le futur sera la simple répétition du présent, alors que la réalité se construit depuis l'information que vous incarnez à l'instant T. Une personne qui obéit à la réalité extérieure continuera à effondrer des possibilités en fonction de ses croyances passées, et vivra ainsi le vieillissement, la limitation et la répétition. Mais si vous comprenez que l'univers est mental, au sens où l'expérience se vit depuis la conscience, alors vous saisissez que ce n'est pas la réalité qui vous détermine, c'est l'état de conscience depuis lequel vous la vivez. En vous voyant comme un maître, vous reconfigurez vos croyances, et donc les expériences que vous allez sélectionner. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes l'information que vous incarnez maintenant. Vous pouvez vous réinventer. Beaucoup pensent que parce que l'évolution génétique a été lente dans le passé, elle le sera toujours. Mais le temps est relatif à l'énergie investie. Il y a 200 ans, faire le tour du monde prenait une vie entière. Aujourd'hui, cela prend quelques heures. Si la transposition instantanée devenait votre norme, la notion même de distance et de temps disparaîtrait. Ce que nous appelons possible n'est en réalité que ce qui a déjà été rendu manifeste. Avant cela, nous l'appelions impossible. Une chose ne devient pas possible lorsqu'elle apparaît, elle apparaît parce qu'elle était déjà concevable. Dès l'instant où l'esprit peut en former l'idée, elle existe comme potentiel. Le manifeste n'est que la manifestation d'un possible déjà présent. De même, certains disent qu'il faut une vie pour se connaître, tandis que d'autres accomplissent ce travail en une année, parce que tout dépend de l'énergie et de la priorité que vous accordez à votre idéal. Si vous vous imposez une limite temporelle, vous l'expérimentez. Si vous faites de votre transformation votre priorité absolue, elle s'organisera. Le principe utilisé par les maîtres pour créer cette réalité d'harmonie, c'est l'amour. Non pas une simple émotion passagère, mais l'énergie créatrice elle-même. La force qui permet à toute chose d'œuvrer dans un seul sens, selon une volonté claire. L'amour n'impose pas, elle ordonne. Elle n'écrase rien, elle unifie. C'est l'élément qui permet de jouer une symphonie cohérente. Sans esprit pour guider un orchestre, c'est la cacophonie totale. Chacun joue sa propre note et l'ensemble devient dissonant. Avec une direction claire, tout s'aligne et produit une œuvre grandiose. Ordonner l'amour n'est donc pas un acte égoïste, c'est celui du capitaine qui connaît sa destination et tient la barre de son navire. Sans capitaine, le bateau dérive et finit dans l'abîme. Il s'agit donc de reprendre les rênes de votre vie, d'être cet esprit qui décrète que cela soit. Vous ne demandez pas la santé, vous ordonnez qu'elle demeure. Vous n'espérez pas l'abondance, vous l'incarnez. Vous ne suppliez pas l'éternité, vous vivez en conscience d'être l'esprit. Prenez l'image d'une usine. Des millions d'ouvriers travaillent sans relâche. Mais si celui qui dirige le plan dénigre tout le monde, affirme que rien ne réussira, que l'échec est inévitable, pensez-vous que cette usine prospérera ? Maintenant, imaginez les milliards de cellules, de bactéries et d'organismes vivants qui œuvrent en permanence dans votre corps. Comment pourrait-il accomplir de grandes choses si le capitaine ne leur donne aucune direction, ne reconnaît pas leur travail, ou pire, les condamne par ses propres paroles ? Vous êtes cet esprit. Votre corps n'est pas une simple machine, c'est un univers organisé. Lorsque vous vous aimez, lorsque vous savez où vous allez, vous donnez à ces milliards d'êtres un plan précis et l'énergie pour l'accomplir. L'amour unifie à un tel point qu'aucune cellule, aucun atome ne peut se soustraire à cette vibration. Qui voudrait quitter un champ vibrant d'harmonie ? Ordonner l'amour,
c'est comme un père qui unit sa famille vers un objectif commun.